Smart et Réglo. La NAO, bah oui, Smart Job, la NAO, les DRH, la NAO, ils connaissent. On va tout vous expliquer avec Étienne Pujol. Bonjour Étienne, avocat en droit social, cabinet Berilo. La NAO, il est quand même question de pouvoir d'achat, et j'ai entendu, peut-être me trompais-je, mais qu'il y avait de nouvelles négos. Il y a eu une première négo, puis il y a de nouvelles négos NAO. D'abord, c'est quoi la NAO, l'acronyme, ça veut dire quoi? Oui, alors l'acronyme vaut pour négociation annuelle obligatoire. Donc, comme son nom l'indique, c'est une négociation. Donc, on implique les partenaires sociaux et notamment les délégués syndicaux, puisque ça ne vaut que pour les entreprises qui disposent de délégués syndicaux. Annuel, ça veut dire que l'employeur doit prendre l'initiative d'engager des négociations sur cette NAO chaque année. Et obligatoire, ça veut dire que s'il ne le fait pas, il peut être sanctionné. Donc, il n'y a pas d'obligation de conclure un accord sur cette NAO, mais en revanche, l'employeur a l'obligation d'initier cela, et il le fait normalement une fois par an. L'actualité, c'est évidemment la question du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que ceux qui ont fait leur NAO 2022 en début d'année, à une époque où il n'y avait pas encore d'inflation, eh bien, il y a une forte pression pour soit réouvrir les négociations pour 2022, soit anticiper les négociations pour 2023. En tout cas, c'est un sujet. J'ai deux questions avant de poursuivre cet échange. Les entreprises qui n'ont pas de délégués du personnel ou de syndicats, comment elles font? Alors, elles ne sont pas obligées d'engager des NAO. Maintenant, elles vont avoir, elles aussi, et on le constate quotidiennement, une grosse pression pour augmenter les salaires. Et ça revient... Alors, s'il n'y a pas d'interlocuteur au niveau CSE, oui, ça va être des demandes individuelles auxquelles l'employeur va répondre de manière peut-être collective, mais peut-être individualisée aussi, parce que chaque cas est unique. Ça intervient notamment dans les petites entreprises. Les grosses, elles ont normalement un CSE et parfois un délégué syndical. Donc, elles ont un interlocuteur qui fait l'intermédiaire entre tous les salariés et la direction. Donc, inflation, ceux qu'on négocie en début d'année repassent de nouveau dans les négos, les syndicats seront autour de la table. C'est quoi les outils dont dispose l'entreprise justement pour engager ces négociations qui sont en général un peu tendues quand même? Ils sont un peu tendus, et c'est pour ça que parfois on aboutit à un constat de désaccord, et donc il n'y a pas d'accord sur les augmentations. Le premier outil, c'est évidemment celui qui est demandé par les organisations syndicales, c'est une augmentation du salaire. Pourquoi? Parce que ça grave dans le marbre l'augmentation, ça vaut comme étalon pour les années suivantes, etc. etc. Et on cotise à la retraite sur l'augmentation du salaire. Exactement, on a vu d'ailleurs les débats parlementaires entre ceux qui étaient tenants d'une prime à l'occasion des discussions sur la prime pouvoir d'achat et ceux qui étaient les tenants plutôt d'une augmentation salariale. Donc le premier outil qui est demandé, c'est augmenter le salaire pour que tous les salariés bénéficient d'un rehaussement. Ça, c'est l'étape 1 la plus classique. Exactement, c'est le plus classique, mais ça présente l'inconvénient d'être taxé comme du salaire. C'est-à-dire c'est du salaire, donc il y a des charges sociales associées à ça et il y a de l'impôt sur le revenu associé à ça. Or, l'employeur et les salariés aussi, mais souvent ils sont moins conscients, il y a d'autres outils qui permettent d'augmenter le pouvoir d'achat sans pour autant alourdir la facture pour l'employeur et en allégeant aussi le pouvoir d'achat des salariés. Donc ça serait du gagnant-gagnant. Il faut simplement avoir ces outils en tête. Donc la prime de valeur ajoutée. La prime de valeur ajoutée. C'est la prime Macron. C'est la prime dont on a parlé la dernière fois. C'est une prime plafonnée à 6 000 euros par an. C'est quand même pas anodin. Alors sur les précédentes versions de la prime, la moyenne était autour de 600 euros. Là, on estime, on anticipe, en tout cas les premières négociations que l'on voit, conduisent à une augmentation assez significative de cela. Mais Stellantis, 1 000 euros pour les ouvriers. Exactement, c'est ce qu'ils ont annoncé il y a quelques jours. Je pense que ça rentre dans le cadre de la prime de partage de la valeur. Mais il y a cet inconvénient aussi que si on voit quelque part la volonté des salariés d'avoir leur pouvoir d'achat augmenté, les entreprises, elles aussi, sont dans l'incertitude face à l'avenir. Il y a un renchérissement du coût du crédit, il y a un aléa qui est lié quand même à la guerre et aux tensions d'approvisionnement notamment. Donc les employeurs ne peuvent pas se prononcer sur le long terme. Et il y a d'autres outils qui peuvent être mis en exergue. Les RTT par exemple? Les RTT, le rachat de RTT qui peuvent être défiscalisés ou faire l'objet d'exonération de cotisations patronales. On attend le décret pour ces outils-là. Il y a aussi un outil qui peut être utilisé et qui n'est pas assez utilisé, y compris dans les petites entreprises, c'est l'outil accord d'intéressement. Oui. La loi pouvoir d'achat de cet été autorise un déblocage anticipé de l'intéressement ou de la participation au titre de 2022, donc ne pas hésiter à l'utiliser, voire même pour l'employeur d'abonder, parce que l'employeur peut rajouter... Mais la prime de partage de valeur, il faut que l'entreprise signe un accord d'intéressement. Donc on ne peut pas
pas utiliser et utiliser le levier de la prime de partage sans que l'entreprise ait préalablement mis en place l'intéressement. En fait, ça vient se rajouter à ce millefeuille. Et l'outil d'intéressement est quand même, on ne le dira jamais assez, un outil assez utile d'associer le partage de la valeur avec les salariés et la direction. Un mot avant de nous quitter, même plusieurs. Comment l'entreprise s'y prend lorsqu'on est sur le premier niveau de la fusée, c'est-à-dire quand il faut négocier les salaires, parce que les salariés disent nous on est à 5 temps d'inflation, mais l'employeur explique qu'il a déjà augmenté. Comment ça se passe? Oui, alors concrètement, c'est une très bonne question. Concrètement, comment l'employeur peut anticiper cela? L'employeur, il doit déjà faire un audit déjà de sa marge de manœuvre financière. Combien il a en caisse? Voilà, combien il a en caisse et se projeter sur 2022 et 2023 sur combien il peut espérer avoir en caisse. Et puis, même si la loi dit que ça ne doit pas se substituer au salaire, eh bien faire cet audit de tous les outils en sa possession et sur quel levier pouvoir jouer pour présenter. C'est vraiment une négociation, donc ça s'anticipe, on fait un état des lieux et après on vient devant les délégués syndicaux, on leur dit voilà, je pourrais voir cette partie augmentation de salaire, mais compte tenu du contexte, j'ai pas envie de me retrouver l'année prochaine à devoir faire un plan social parce que je vous ai donné trop d'argent. Donc c'est un peu du poker, là on a des cartes. Exactement. C'est vrai, hein. On ne met pas tout carte sur table, on garde quelques atouts en main, etc. C'est de la négo. C'est de la négo, c'est du donnant-donnant, et puis on va jouer sur telle partie, peut-être une revisite de l'accord d'intéressement avec des paramètres un peu plus larges qui permettent de donner plus d'intéressement. Chacun doit arracher quelque chose ou protéger quelque chose. Exactement, et puis se laisser de la poire pour la soif de la négociation pour que les représentants du personnel puissent aussi aller voir les salariés en disant on n'a pas obtenu autant qu'on aurait voulu en termes d'augmentation de salaire, mais regardez, vous avez aussi tel outil, tel outil, tel outil. Jamais humilier l'adversaire. Ne jamais humilier l'adversaire et puis faire en sorte que la négociation, tout le monde s'en sorte par le haut. C'est ça. C'est-à-dire, parvenir à un accord sur la NAO, c'est pas anodin en termes de dialogue social. Ça montre que tout le monde a eu sa part. Et que le dialogue a eu lieu. Et que le dialogue a eu lieu. Et puis ça accrante aussi pour l'avenir le succès de ces négociations-là. Et tout le monde peut s'estimer gagnant à la fin. Donc c'est en ce moment, il y a beaucoup d'entrprises qui sont dans des négociations NAO en ce moment. Exactement. C'est la raison pour laquelle. D'ailleurs maintenant qu'attendre encore un peu plus que l'inflation continue d'augmenter, etc. Vous avez dit que ça allait s'arrêter en mars. J'ai le sentiment que ce n'est pas tout à fait acquis. Non. Merci Étienne Pujol, cabinet Berilo, spécialiste en droit social et en droit du travail. Merci d'être chaque semaine avec nous sur le plateau. On fait une courte pause. On va s'intéresser, alors là c'est une très grosse entreprise publique, c'est l'Éducation nationale. Là aussi il y a un débat sur les revalorisations de salaire avec presque 1 milliard annoncé dans le projet de loi de finances. Est-ce que cela va suffire? Est-ce que cela passe uniquement par des revalorisations salariales? On parlera de l'absentéisme, on parlera de ces professeurs mal formés aussi et qui sont aujourd'hui en train d'enseigner. On fait le point avec des experts. Dans le cercle RH, on parle de l'enseignement, une grosse machine administrative. On fait le point, ça sera dans le cercle RH juste après la pause.